Dossier baseball. Avantages et désavantages du retour des expos. Première partie. Quels sont les bénéfices réels? Joyeuses fêtes et bienvenue à Focus. Ici Ray Lalonde et voici mon podcast quotidien sur la business du sport, offrant une perspective sur les affaires et les enjeux. Je suis en compagnie de Derek Aucoin, ancien joueur des Expos, analyste au baseball pour TVA Sport, animateur de Bonsoir les sportifs à Cogeco, également très impliqué dans diverses causes sociales pour le sport et les communautés au Québec. Et c'est parti. Alors, salut Derek, bienvenue à Focus. Hey Ray, merci de l'invitation. Félicitations pour ta 100e épisode en passant. C'est toujours intéressant à t'écouter. Merci, Derek. Alors, Derek, on a vu des résultats de l'étude de marché concernant l'opinion publique au sujet du projet. Puis je voulais discuter avec toi de ce dossier qui est très chaud dans le moment pour le retour du baseball à Montréal, puis des enjeux. Puis il faut qu'on se dise les vraies choses, puis mettre de l'avant objectivement les forces et les faiblesses du projet. Alors, on va rester très positif aujourd'hui, très progressif dans notre façon de penser. Je veux que tu me dises un peu, toi, là, selon ton expérience, comment tu vois que l'impact de le développement du baseball au Québec, les jeunes joueurs qui se sont développés, qui se sont rendus jusqu'au baseball majeur depuis des années, puis la culture de baseball au Québec, comment ça peut bénéficier du retour des expos? Ben écoute, quand je regarde là que ça fait 14 ans qu'on n'a plus de baseball, puis je regarde encore l'engouement, que ce soit pour les 2 matchs préparatoires au Stade olympique, et même, tu le sais, Ray, je fais le baseball à TVA Sport, il y a du baseball à RDS, on a du baseball au 98.5 lorsque les Blue Jays sont en ville, mais quand je regarde, je consulte les codes d'écoute, il y a encore un bassin de la population, il y a encore une demande pour le baseball, puis c'est des années plus tard, c'est surprenant de voir ça et de réaliser ça. Alors, quand je regarde et je parle au monde à tous les jours, pour l'engouement du baseball est réel, la passion pour le baseball est là, puis pour reprendre un peu ce que Denis Coderre disait il y a plusieurs années, c'est dans l'ADN des gens au Québec et à Montréal, Rick. Ouais, là-dessus, ce qui m'étonne toujours de voir, c'est qu'il y a comme une espèce d'histoire d'amour entre le Québec et le baseball. Puis même plusieurs années après le départ des Expos, comme tu l'as dit, les jeunes réussissent à percer davantage. On dirait qu'il y a plus de joueurs qui ont plus de potentiel que jamais dans le passé, qui font en sorte qu'ils réussissent à atteindre un niveau très élevé de compétition. Oui, je pense qu'il y a certains programmes qui ont été établis au cours des années qui développent des joueurs. Je pense que les gens à Baseball Québec, les gens de l'ABC, il y a des options, il y a beaucoup plus de sport-études, donc il y a une offre plus détaillée pour le joueur de baseball. Il y a plusieurs options, il y a plusieurs Québécois qui se retrouvent dans les collèges américains. Fait que je pense que le chemin pour se rendre dans le baseball professionnel est peut-être mieux organisé avec des meilleurs intervenants. Fait que je pense que la route est là pour ceux qui veulent l'emprunter. Oui, tu as raison là-dessus. Entièrement d'accord. Moi, je pense honnêtement qu'il y aurait un effet de levier pour toute cette jeunesse-là, puis un renouveau, une résurrection du baseball mineur qui est déjà très compétitif puis très actif, mais je pense que tu mets une équipe de sport professionnel comme une équipe comme les Expos de retour, bien là, soudainement, ça inspire les jeunes à jouer au baseball puis peut-être rêver de jouer pour les Expos un jour. Ben, dont moi, je fais partie de ça. Moi, j'ai grandi en regardant Andre Dawson, puis Gary Carter, puis Steve Rogers. Fait que moi, j'étais un produit de ça. J'ai développé cette passion pour le baseball parce que j'étais avant tout un partisan. Exact. J'ai parcouru les États-Unis, j'ai parcouru l'Amérique du Nord, puis j'ai habité dans des villes qui avaient des parcs de baseball des ligues majeures, des équipes des ligues majeures. Alors, je vois ce que ça donne. Je vois ce que ça donne à une communauté. Je vois ce que ça donne sur les terrains de baseball. Je vois les résultats de cette passion-là. Et puis, je le répète toujours, Montréal, c'est une ville des ligues majeures. Tu peux pas être une ville des ligues majeures sans avoir une équipe des ligues majeures. Puis, je sais que, tu le sais, Ray, tu es un gars de sport business. Tu regardes les résultats, tu regardes tout le sondage qui a été mené par le groupe de Steven Bronfman. Montréal se situe dans les top marchés en Amérique du Nord qui n'ont pas d'équipe
de baseball professionnel. Absolument. Moi, je le dis, moi, je suis fier de Montréal, je suis fier du Québec, mais on peut pas être une ville des Ligues majeures si on n'a pas une franchise des Ligues majeures. Oui, absolument, absolument. Alors, parlons de ça, justement, là. Tu as une équipe de baseball majeure qui reviendrait. Alors, on sait tous que ça passe pas sans un nouveau stade. On sait tous que le stade olympique n'est qu'une option temporaire. Bon. Et c'est un peu ça que les gens veulent aussi. La beauté du baseball, à mes yeux, le sport, bien sûr, mais c'est stade. S'il y a une chose qui m'a hypnotisé puis mystifié tout au long de ma vie, comme toi, c'est des stades de baseball. Ouais. J'adore tous les stades, mais des stades de baseball ont des caractéristiques uniques. Alors, parlons d'un stade de baseball au centre-ville. Moi, je vois ça comme, évidemment, un atout extrêmement positif. Les gens sortent du bureau, vont voir un match de baseball. Il fait beau en plein été au mois de mai, juin, juillet, août, et puis tout de suite, tu te retrouves au centre-ville. Les gens de Montréal, les gens du Québec aiment venir en ville, passer du temps. Passer du temps dans les rues, dans les restaurants, à des soirées et des festivals comme il existe au Québec comme nulle part ailleurs. Alors imagine, on rajoute une équipe de baseball et un stade neuf au centre-ville. Comment tu vois ça, toi, l'espèce d'importance que ça a dans un centre-ville comme une ville comme Montréal? Écoute, là, on a eu un bel été, hein. L'été dernier, tu te souviens, ça m'est arrivé des dizaines de soirs de me dire hey, ça serait-tu un beau soir pour aller voir un match de baseball? Exactement. Un mardi, aller prendre une bière, aller avec des chums, on finit le travail, on défait la cravate un peu et on marche quelques rues, puis on est là dans un stade au centre-ville. Cet été, c'est vraiment, on aurait eu tellement d'opportunités pour le faire. J'ai vécu ça à New York. J'ai vécu ça à New York. J'ai tellement d'amis au niveau business, au niveau des entreprises. Tout le monde à qui je parle prendrait des billets, des mini forfaits de saison. Je pense que l'engouement est là, le monde veut ça. Tu sais, moi j'aime la business. Moi, j'aime l'entrepreneuriat. Et avoir une équipe pour une province, avoir une équipe pour une ville, c'est un investissement. C'est une business, c'est un investissement dans les gens, c'est un investissement dans la qualité de vie. Mais quand on regarde San Diego, tu regardes à San Francisco, tout ce que ça a fait, la renaissance des quartiers où on a eu ces nouveaux stades-là, c'est des nouveaux restos, c'est des nouveaux bars, c'est des nouveaux condos, c'est des nouvelles choses. Fait que ça a un rayonnement qui est tellement plus important qu'une simple équipe de baseball qui joue 81 matchs. Ça développe un quartier en entier, ça refait le visage d'une ville. Ça, c'est important, c'est pas à négliger. Mais tu sais, dans le point que tu viens de mentionner, le 81 matchs, c'est tout autant un gros défi du nombre de matchs qu'un avantage, parce que 81 occasions, c'est 81 fois que le stade est utilisé. C'est 81 fois que les gens se tournent vers le centre de la ville pour visiter, en touriste, en visiteur ou en partisan. C'est 31 occasions événementielles de créer du trafic commercial, qui est très, très positif. C'est pas juste comme... Je veux pas dénigrer un stade de la NFL, bien entendu, là, mais un stade de la NFL est utilisé 8 fois par année à la maison pour la saison régulière, puis 2 fois en match d'avant-saison. Mettons que ça sert pas trop comparé à un stade de baseball. Alors, là-dessus, moi, j'y vois un énorme élément positif, sans aucun doute. Parlons d'un autre point positif qui, selon moi, c'est la force des investisseurs. Stephen Bronfman et Mitch Garber sont deux gars qui sont effectivement des Montréalais d'origine, des gars à grand succès, qui ont énormément de richesses autour d'eux, un grand réseau de connaissances et de connexions. Ils sont forcément, des sportifs de nature. M. Bronfman et sa famille étaient à l'origine des expos. Puis Mitch Garber, on le sait tous, il y a beaucoup d'intérêt pour le sport. Alors, on a peut-être les deux meilleurs gars possibles pour un projet comme celui-là. Comment tu vois, toi, leur présence et leur influence pour obtenir justement cette équipe? Premièrement, j'ai une confiance absolue. Tu mentionnes la solidité de son groupe, là, du groupe qui est mené par M. Bronfman. Je trouve que le leadership est exceptionnel. Son père, la famille Bronfman, qui est impliquée dans le baseball depuis le début. J'admire la passion, j'admire la rigueur, j'admire la façon de procéder. On avance calmement, on avance fermement. Il y a un plan, c'est pas des nonos, c'est pas un feu de paille, c'est pas un coup d'argent qu'ils veulent faire. C'est
un projet qui est à long terme, qu'ils veulent laisser pour les générations à venir. Alors, la manière de gérer le dossier des Expos 2.0, moi, je trouve ça remarquable. Et quand les gens me posent des questions, parce que Ray, tu sais, tous les jours, les gens me parlent du retour du baseball à Montréal, je répète à qui veut m'entendre que la confiance que j'ai dans le groupe est absolue et puis qu'ils font les choses de la bonne façon. Tu sais, tout le buzz qu'on a eu dans les dernières semaines, ça a été approuvé par le baseball majeur. Puis ça, là, c'est un facteur tellement important. C'est pas des gars qui prennent des positions publiques ou qui partagent des communiqués sans l'approbation du baseball majeur. Ils semblent avoir une excellente relation avec le commissaire. Puis je trouve qu'ils font les choses de la bonne façon. Puis ma confiance en eux est absolue. Oui, puis je pense que ça se reflète aussi dans l'étude de marché. Les résultats sont sortis graduellement. À mon avis, l'étude de marché importante comme une autre étape, comme un autre point de référence dans le processus complet d'acquérir une équipe, quelle qu'elle soit, que ce soit une équipe d'expansion, que ce soit une équipe relocalisée. Mais l'étude de marché est très favorable. C'est sûr qu'il va y avoir du trafic là, dans l'espèce de dollars discrétionnaires, puis dans l'agenda des gens. Ça demeure toujours, mettons, congestionné, si on veut. Mais je pense que le leadership est en place. Je pense que l'étude de marché est positive. Comment vois-tu, moi, personnellement, là, la rivalité avec les Blue Jays, la possibilité, ça demeure une possibilité de jouer dans la même division que les Red Sox et les Yankees. Forcément, si on joue dans la même division que les Blue Jays, on joue dans la même division que les Red Sox et les Yankees. Moi, je vois ça d'un bon œil pour la simple raison que, d'un seul coup, 3 grands rivaux vont vendre des matchs beaucoup plus facilement. Alors, si tu joues 9 matchs à la maison en moyenne contre les Blue Jays, les Yankees et les Red Sox, ben, tu as potentiellement 27 matchs, ça varie d'une année à l'autre, là, mais potentiellement 27 matchs où tu aurais de grandes foules, qui est à peu près l'équivalent du tiers de la saison. C'est sûr que c'est pas facile de vendre des billets contre les Marlins de Miami ou contre les Brewers de Milwaukee qui sont très compétitifs ou les A's d'Oakland, des équipes qui sont un peu plus indifférentes aux yeux des Montréalais. Mais là, tu as 3 grandes équipes avec lesquelles on ferait face. Ça, je vois ça comme un autre élément très positif. Être dans cette division-là, c'est un rêve. Là. Ça serait un rêve, justement, parce que tu sais que tant que la famille Steinbrenner sera à la barre des Yankees, ça va toujours être des équipes compétitives. Ils vont toujours avoir des grandes vedettes, des super vedettes dans l'uniforme des Yankees. Un peu la même chose avec M. Lerner, avec les Red Sox. Ce qui est important dans notre cas à nous, puis les Blue Jays qui sont là, je pense que cette vente de billets-là et ce rayonnement de notre ville, on pense aux provinces de l'Atlantique, on pense aux gens du Massachusetts, du nord des New York, Vermont, qui vont vouloir venir passer la fin de semaine, dépenser leur argent à Montréal, aller voir une série de 4 matchs contre les Red Sox parce que le Fenway est sold out, c'est peut-être plus loin pour eux. New York, la même chose. Le nord de New York, qui vont venir voir les Yankees. Les gens de l'Ontario vont venir voir les Blue Jays et les Expos. Exactement. Alors, ça, là, c'est une situation rêvée pour la nouvelle organisation de justement se retrouver. Puis là, on parle hypothétiquement, évidemment, là, oui. c'est pas. Mais si c'est un déménagement ou si on est dans cette division-là, ça serait un scénario rêvé. Puis ce serait le fun, le phénomène David et Goliath, parce que je m'attendrais pas à ce que le nouveau groupe soit en mesure de s'approcher de la taxe de luxe puis le plafond salarial de 300 millions. Oh non. Mais jouer dans le cours de ces gars-là, puis d'essayer d'être intelligent comme les Rays le font présentement. Les Rays n'ont pas une masse salariale très élevée, mais ils ont des bonnes têtes de baseball. Ils font tout un travail, cette organisation-là. Je pense que nous, au Québec, on se rallierait derrière une organisation comme ça qui fait les choses progressives et intelligentes. Puis je pense qu'on n'aurait pas de misère à jouer à niveau sur un terrain où, évidemment, on ne pourrait pas dépenser autant d'argent que d'autres équipes. Ouais, tu sais, puis tu as raison là-dessus. C'est sûr que c'est encore un scénario hypothétique, mais la beauté de la chose, c'est qu'il y a des cas exceptionnels au baseball. Je pense aux Royals de Kansas City il y a quelques années. Je pense aux A's d'Oakland cette année, les Brewers de Milwaukee, les Rockies du Colorado. Ce sont des équipes qui ont eu des budgets modestes et qui n'ont jamais été en mesure, commercialement,
de rencontrer les barèmes établis par les Yankees ou les Red Sox ou les Dodgers ou les Cubs. Sachant ça, c'est à la fois, encore une fois, comme tu l'as dit, un défi, mais une opportunité. L'opportunité de jouer contre ces équipes-là et de rivaliser. Parce que les Blue Jays ont eu une saison moyenne l'an dernier et l'année précédente, mais les 2-3 saisons avant ça, les Blue Jays ont participé aux séries et ont menacé encore une fois. Alors, il y a des cycles dans le sport. Les Red Sox et Yankees connaissent pas de cycle parce qu'ils s'achètent des équipes et des joueurs tellement compétitifs, mais les autres vivent des périodes de plus fructueuses et d'autres périodes plus désavantageuses. C'est normal, mais à la fin, on aurait le privilège d'être contre les Yankees et les Red Sox dans la même division. Ça serait extraordinaire. Le dernier point que je veux souligner, c'est la création d'emplois. Moi, là, je regarde toujours un peu à cause de... Bon, ça fait 33 ans que je suis dans le sport professionnel, puis je regarde ça en me disant toujours que j'ai été privilégié puis chanceux d'avoir des opportunités d'avancer ma carrière dans le monde entier et que la business du sport a pris tout un changement, une tournure depuis une quinzaine d'années. C'est maintenant tellement sollicité et demandé. Mais il n'y a rien qui comble un marché comme la présence d'équipes professionnelles. Pas parce qu'elle domine au niveau de la médiatisation, mais parce qu'elle crée de l'emploi. Elle crée des opportunités, Derek, pour les jeunes, de pouvoir poursuivre des carrières, aspirer. Pareil comme un joueur veut aspirer pour toi, te mesurer à André Dawson pour un jour porter les couleurs des Expos. Ben, c'est la même chose pour des jeunes aujourd'hui qui veulent être des présidents d'équipe ou qui veulent être des directeurs de marketing ou qui veulent être des directeurs de vente. Ben, ils auraient la chance encore plus parce qu'une équipe de baseball vient avec des centaines d'emplois. Absolument. Absolument. Tu as tellement raison, Ray. Puis tu le sais, toi tu le sais, là, une équipe comme le Canadien de Montréal, c'est plus que juste ceux qui travaillent au Centre Bell, c'est plus que ceux qui travaillent pour le Canadien, c'est les gens qui vendent la pub à la radio, dans le journal, c'est les gens dans les hôtels autour, dans les restaurants autour, c'est les gens dans les stationnements. Tu sais, le Canadien est en série, ça paye des piscines creusées pour bien plus de monde qui travaille même pas pour le Canadien de Montréal. Non, mais on s'entend. Le représentant Molson, le représentant d'une bière, d'une microbrasserie, parce que la bière est plus en demande parce que les gens sont dans les restos. Tout à fait. C'est une étendue qui est incroyable. Puis quand je t'écoutais parler de ton histoire, je pensais à un gars qui a commencé dans le mailroom, dans la salle de courrier, qui séparait le courrier des joueurs des Expos. Son nom, c'est Alex Antopoulos, qui est maintenant le président puis le DG des Braves d'Atlanta. Absolument. Oui, tu as raison. C'est avoir des équipes comme ça qui rayonnent en Amérique du Nord dans un des plus grands, dans une des plus grandes ligues sportives. C'est des opportunités pour des centaines et des centaines, sinon des milliers de personnes. Et c'est pas négligeable, ça. Absolument. Là-dessus, on est 100% d'accord parce que les gens le réalisent pas. Il y a beaucoup de contestations par rapport au coût de tout ça. On en reparlera dans notre deuxième partie, bien entendu. C'est un engagement important, une équipe professionnelle, mais à la fois, c'est aussi un moteur de dynamisme, d'énergie, d'économie dans un marché. Et on a tous parlé de l'importance du marché de Montréal en Amérique du Nord. C'est le plus grand marché qui n'a pas d'équipe de baseball actuellement. Alors, ça, c'est un point très positif. Moi, je vois l'opportunité du retour comme un élément de grande fierté pour le Québec et pour Montréal, de se repositionner. Montréal a une longue histoire de baseball qui date des années de Jackie Robinson avec les Dodgers. Et aussi la grande histoire des Expos qui, en 2019, ça va faire 50 ans que les Expos sont nés, en 1969. Et il s'en est passé des choses, y compris la disparition de l'équipe. Mais il y a eu beaucoup de succès, il y a eu beaucoup de moments glorieux, il y a beaucoup d'années difficiles, mais il y a une énorme, riche histoire à raconter pendant 50 ans. Et quelle fierté ça serait pour Montréal de retrouver les Expos. Absolument, absolument. Puis c'est un projet social, c'est un investissement dans le monde. C'est pas, tu sais, je sais, on en parler demain, des coûts, puis tout ça, puis peut-être le côté négatif, oui, mais c'est un investissement dans notre société, c'est un investissement dans notre communauté, c'est un investissement. Alors, regarde, j'ai hâte de t'en parler, mais c'est une fierté, puis absolument, 100%, je suis d'accord avec toi.
Alors, Derek, merci d'avoir pris part à cette émission de Focus avec moi, puis merci à l'avance pour notre deuxième partie qui va traiter des enjeux et des défis, c'est-à-dire l'autre côté de la médaille, très objective dans ça. Alors, un gros merci. On va se retrouver. Derek, vous étiez à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez le podcast avec vos amis et collègues pendant le temps des fêtes. Envoyez ça à tout le monde sur SoundCloud ou sur YouTube. Merci encore. Au nom de Derek Aucoin, ici Ray Lalonde. À très bientôt.